Elle rythme le mois de septembre depuis 1995. Les pyramides de chaussures érigées par Handicap International. Cette année toutefois, Covid oblige, cette pyramide sera virtuelle. Anne Herry, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du plaidoyer à Handicap International Humanité et Inclusion. Adapter ces actions au contexte sanitaire, eh bien, c'est devenu une obligation pour nous tous, pour vous comme pour nous. Cette 26e pyramide sera donc virtuelle. La forme change, mais pas le fond, bien évidemment. Oui, l'objectif est toujours le même. Donc jusqu'au 27 septembre, nous invitons tous ceux qui sont révoltés par les dommages causés aux civils lors de bombardements en zone urbaine à participer à nos pyramides solidaires. Donc l'événement a été repensé dans le contexte de la crise sanitaire. Trois appels à engagement. Premièrement, signer notre pétition, bien sûr, sur les réseaux sociaux, ça reste toujours fondamental. Deuxièmement, relayer notre opération phare qui s'appelle Les Murs témoignent. Et troisièmement, bien sûr, faire un don pour nous soutenir. Donc effectivement, ce sont des pyramides virtuelles. Il ne s'agit plus de lancer une chaussure qui symbolisait toutes les victimes des bombardements, des mines antipersonnelles. Un petit mot justement sur ces murs qui témoignent. De quoi s'agit-il concrètement? Que voit-on? Alors concrètement, nous avons un street artiste afghan, Kabir Mokamel, qui a conçu une œuvre en fait pour parler de ce que vit son pays, la violence des armes explosives. En Afghanistan. En Afghanistan. Ce visuel est affiché dans 8 villes de France par des bénévoles et nous invitons le public à relayer cette affiche. Seuls les murs de l'indifférence doivent tomber sur les réseaux sociaux. En parallèle, nous avons aussi une exposition itinérante à Lyon, qui est la ville du siège de handicap, mais nous évitons tout rassemblement de public. Pour des raisons sanitaires, bien évidemment. Donc, des murs qui témoignent, il y a aussi des murs qui dénoncent. Et là, pour le coup, c'est n'importe qui, n'importe quel téléspectateur qui nous regarde, qui peut afficher, mettre en avant une affiche qui, là encore, dénonce les bombardements de civils. Oui, il y a beaucoup d'actions que nous invitons le public à relayer sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'on est à un moment crucial du combat, puisqu'on est dans la dernière ligne droite. Ça fait des mois que nous négocions avec une centaine d'États, plus d'une centaine d'États, pour aboutir à un texte international, une déclaration politique qui va nous permettre de tenir les États comptables de leur engagement. Donc il ne suffit pas de dire... Un engagement qui avait été pris quand ? En fait, c'est un engagement qui est tout simplement de respecter le droit international humanitaire, puisque les civils doivent être protégés lors de conflits. Or, il y a un chiffre qui fait froid dans le dos. On constate que 90% des victimes lors de bombardements en zone urbaine sont des civils. 9 personnes sur 10, là, on n'est plus dans les dommages collatéraux. Donc, nous demandons aux États à signer une déclaration politique par laquelle ils s'engagent à mettre fin à l'utilisation des armes les plus lourdes en zone peuplée, mais également de faire toute la lumière sur la réalité des dommages causés aux victimes et enfin de porter assistance à ces victimes. Vous dites 100 États, c'est le chiffre que vous venez de donner. Est-ce qu'il y en a encore, parce qu'il y a quoi, 175 États dans le monde, oui, enfin à peu près, ça veut dire qu'il y en a encore énormément qui n'ont pas signé donc, cette convention. Est-ce qu'il y en a des essentiels tout pays est essentiel, bien évidemment, mais dans le cadre de cet armement, il y a des pays qui doivent encore le signer? Alors, pour l'instant, on est en train de le négocier. Il n'est pas encore signé. Il sera adopté normalement début 2021 à Dublin. Il y a... Bon, toujours des États, un peu toujours les mêmes États qui n'ont même pas rejoint les négociations. Mais nous, on essaye vraiment de faire pression sur les États, et c'est tout l'enjeu, qui sont en train de négocier à l'heure actuelle pour que le texte soit fort. Et par exemple, la France est un petit peu dans une politique du en même temps, c'est-à-dire en même temps, la France après quelques réticences, a rejoint les négociations. On s'en réjouit. Le pays fait des propositions concrètes en matière de ciblage, en matière de pratiques militaires, mais pour l'instant, la France n'a pas encore rejoint l'appel du secrétaire général des Nations Unies qui constituerait le cœur de cette déclaration politique, à savoir mettre fin à l'utilisation des armes les plus lourdes dans les zones peuplées. Alors il y a trois mots-clés dans le combat que mène Handicap International: déminage, réadaptation, urgence. Au Liban, par exemple, vous êtes sans doute intervenu aussi lors de l'explosion dans le port de Beyrouth. Là, il y avait urgence et notamment des handicaps. Aussi du
côté du camp de réfugiés syriens à la frontière. C'est l'un des pays où vous agissez le plus aujourd'hui? Oui, nous sommes très engagés autour de la crise syrienne et au Liban en particulier. Nous avons répondu présent lors de l'urgence. J'aimerais parler un petit peu des dégâts humanitaires de cette explosion, puisque c'est des scènes de guerre qui rappellent exactement ce qu'on retrouve dans des zones de conflit. Donc 200 victimes mortes, plus de 6000 blessés, certains avec des séquelles invalidantes sur le long terme, un impact psychologique, traumatisme psychologique très très fort, et également des destructions, des foyers détruits, 6 hôpitaux, 20 cliniques détruites, 34 écoles, donc des dizaines de milliers de déplacés. Donc en fait, des dommages sur les infrastructures essentielles qui ont un impact sur le long terme, exactement comme un terrain de guerre. Un terrain de guerre. Tout à fait. Merci beaucoup, Anne-Héry, directrice du plaidoyer handicap international, humanité, inclusion. Merci d'avoir été avec nous, Madame.